En 1991, une série de meurtres dans un hôpital britannique va choquer l'opinion. Terribles incidents, 13 collapsus chez des enfants dont 4 ont trouvé la mort. Comment croire qu'une infirmière puisse tuer 4 enfants et attenter à la vie de 9 autres? On pensait tous que c'était un coup monté, qu'aucune de nous ne pouvait faire une telle chose et que ça ne pouvait pas être elle. Le problème des meurtres commis en milieu hospitalier, c'est que la scène de crime est immédiatement stérilisée. Surnommée l'ange de la mort, Beverly Allitt était-elle une tueuse née? Je pense que c'était une tueuse de sang-froid et calculatrice. Mars 1991. Dans la petite ville de Grantham, Paul Crampton, 5 mois, souffre d'une légère infection pulmonaire depuis un moment. Et son état ne s'améliore pas. Inquiets, ses parents finissent par le conduire au service pédiatrique de l'hôpital de Grantham pour un examen. À l'hôpital, on nous a dit qu'il souffrait de l'asthme du nourrisson. Alors bien sûr, on était inquiet qu'il soit hospitalisé, mais on se disait que c'était par mesure de précaution, pour traiter son infection. Les médecins du service décident de le garder pour la nuit en observation. Ses parents sont soulagés que Paul soit entre de bonnes mains. Mais cette accalmie est de courte durée. En quelques heures, l'état de Paul se dégrade. Quand je suis retourné à l'hôpital, c'était le branle-bas de combat. Paul était dans les bras d'une infirmière, il était gris, en nage et froid. Les médecins sont arrivés. Paul, qui faisait un arrêt cardiaque, a été confié à l'équipe de réanimation. Quand je suis arrivé auprès du bébé, il était amorphe, pâle et en sueur. Je lui ai donc posé une perfusion de glucose et il s'est rétabli immédiatement. Paul réagit bien au traitement et le service retrouve rapidement son calme. Mais des questions restent en suspens. Il s'est remis de sa crise d'hypoglycémie et je me suis tout de suite demandé ce qui l'avait provoqué. C'était très soudain. Le bébé avait effectivement un taux de sucre très bas, mais on ne s'expliquait pas cette carence en glucose. L'équipe médicale était un peu perdue, inquiète et désarmée. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé à Paul, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Sur le coup, je ne savais pas quoi. Paul l'ignore, mais le soudain arrêt cardiaque de son fils n'est pas le seul incident de ce type ces dernières semaines. En effet, comparé à la moyenne habituelle, le service pédiatrique connaît depuis peu un nombre étonnamment élevé d'épisodes malheureux. C'était l'hiver, et à cette période, on reçoit généralement davantage d'enfants malades. Mais là, c'était au-delà de tout. C'était le pire hiver qu'on ait jamais connu. Effectivement, il y a eu un premier décès, celui du petit Liam Taylor, cette semaine. Hospitalisé pour une infection pulmonaire, il est tombé en insuffisance respiratoire quelques heures à peine après son admission. Il avait une pneumonie, ce qui est très grave, mais son état s'est dégradé si vite que le docteur Nanayakara a été pris de court. Ça l'a beaucoup perturbé. Il donnait des signes de détresse respiratoire et cardio-respiratoire, ce qu'on appelle un collapsus sévère. C'était totalement inattendu. Ils ont essayé de le réanimer, mais malheureusement, ils ont prévenu les parents qu'il y avait peu d'espoir. Ils ont répondu qu'ils ne voulaient pas que leur enfant soit intubé de partout et que s'il avait peu de chances de s'en sortir, autant le laisser partir. Liam est décédé dans les bras de son père.
2 semaines plus tard, Timothy Hardwick, 11 ans, un petit garçon lourdement handicapé, est admis suite à une attaque. J'ai demandé à Beverly de procéder à l'admission et de garder un œil sur lui le temps que je fasse ma tournée. Avant même que j'ai fini, elle m'a appelé parce qu'il y avait un problème. Timothy est bleu et respire à peine. Une équipe d'urgence tente de le réanimer, mais à 18h15, son décès est prononcé. Il n'est pas rare que les enfants handicapés partent prématurément des suites de crise, de pneumonie ou d'autres maladies. Ça arrive, mais ça n'en était pas moins triste. Cinq jours plus tard, un autre enfant, la petite Kaylee, 15 mois, subit 2 arrêts respiratoires inexpliqués. Si le premier est inattendu, le deuxième sidère l'équipe médicale. À court d'explications, elle fait transférer la petite Kaylee à l'hôpital général de Nottingham, plus grand. Là, elle se rétablit miraculeusement. Ces 4 incidents, aussi soudains qu'incompréhensibles, en si peu de temps inquiètent le personnel du service pédiatrique. On était tous inquiets, angoissés, très perturbés. On essaie toujours de faire de notre mieux. Et quand le pire se produit, quand des enfants meurent, on le vit très mal. David et son épouse retrouvent un peu de sérénité et leur fils est en voie de guérison. Beverly Alit, l'infirmière de garde, est venue retirer le goutte-à-goutte. Et une fois encore, le petit est devenu cyanosé. Et l'équipe de réanimation a dû relancer son cœur. Paul Crompton est une nouvelle fois sauvé et passe les 3 jours suivants sans souci. À tel point que les médecins pensent le renvoyer chez lui. On prépare donc sa sortie. Je suis allé déjeuner au réfectoire de l'hôpital et quand je suis revenu, Paul faisait une nouvelle crise d'hypoglycémie. C'est le 3e incident de ce genre. Les médecins ne savent plus quoi faire, alors que Paul est en danger. Perfusé au glucose, il est donc conduit de toute urgence au Queen's Medical Center, un hôpital plus grand situé à une 30aine de kilomètres. Là, il se remet facilement. Lors de cette crise, le docteur Porter a fait une prise de sang au petit et envoyé l'échantillon à l'université de Cardiff pour analyse. Pour que Paul Crompton arrive à Nottingham dans les meilleures conditions, une infirmière très dévouée se propose de l'accompagner dans l'ambulance. Beverly Alit a proposé d'accompagner ma femme pendant le trajet qui n'était pas une étape facile. C'est, en apparence, un début de carrière difficile pour la jeune infirmière. Mais tout le monde constate avec bonheur qu'elle vit ces événements avec calme et professionnalisme. Ses collègues étaient très embêtés pour elle, parce qu'elle était présente à presque toutes les crises. Mais le secret d'une telle sérénité est bien plus sombre. Ces 4 dernières semaines, le service pédiatrique de l'hôpital de Grantham est dans la tourmente. 4 de ces jeunes patients ont fait des crises inexpliquées, dont 2 d'entre eux sont morts. Beverly Alit, infirmière débutante, a eu la malchance d'être présente à chaque fois. Beverly Alit est née le 4 octobre 1968 dans le charmant village de Corby Glen, dans la campagne du Lincolnshire. Corby Glen est un petit village à la limite du Lincolnshire et du Leicestershire. C'est une petite communauté où tout le monde se connaît. Rien n'échappe aux habitants. C'est ça, la vie de village. Elle était la cadette d'une fratrie de 4.
Très tôt, elle a cherché à attirer l'attention. Elle était clairement en demande d'attention. C'était une jeune fille replète, pas forcément jolie, elle ne sortait pas du lot, elle n'avait pas de talent particulier, rien qui puisse la distinguer. Et elle s'est rendue compte que quand elle se blessait au bras, portait un bandage ou un plâtre, là on s'intéressait à elle. Elle se coupait très souvent avec du verre. Elle faisait des séjours réguliers à l'hôpital. Mais à part ça, elle avait tout d'une enfant normale qui grandit dans un milieu rural. L'enfance de Beverly n'avait rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle rate l'examen d'entrée en 6e et qu'elle soit envoyée au collège public du coin, alors que sa grande sœur Donna est allée au collège de Grantham. Elle a quitté l'école à 16 ans, avec très peu de qualifications. Mais elle s'est liée d'amitié avec une infirmière de l'hôpital de Grantham, qui lui a prêté des livres et le matériel pour apprendre le métier. Et à 17-18 ans, elle est entrée dans le corps médical. Cette rencontre marquera le destin de Beverly Allitt à jamais. Pendant sa formation d'infirmière, elle travaille à mi-temps dans un pub du village où elle rencontre plusieurs petits amis. Il est intéressant de voir que le surnom que lui donnaient ses petits amis, c'était la mytho, parce qu'elle s'inventait toujours des histoires. Et c'est ce besoin qu'elle avait d'attirer l'attention, d'être le centre d'intérêt, de déclencher l'empathie, qui a jalonné toute son enfance. Derrière moi, on a le Fighting Cocks, le pub où elle a travaillé quand elle était ado. C'est là qu'elle a rencontré son petit ami de l'époque, Steve Biggs, qu'elle maltraitait quand ils étaient ensemble. Elle l'humiliait, le frappait. Elle était agressive. Cette violence à l'égard de ceux qu'elle est censée aimer est un terrible aperçu de l'avenir. Le comportement très particulier de Beverly recoupe les symptômes d'un trouble mental rare, assez méconnu à l'époque. Le syndrome de Munchausen tient son nom du baron de Munchausen, grand aventurier devant l'Éternel, et très connu pour les récits quelque peu romancés qu'il faisait de ses exploits. La personne atteinte de ce syndrome essaie d'attirer l'attention en se faisant du mal. Et c'est ce que faisait Beverly. Elle a pris des substances, elle s'est tailladée, elle s'est fait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on appelle ça trouble factice, c'est-à-dire qu'on se provoque sciemment de faux symptômes pour des raisons inconscientes. Il est admis qu'au moins une de ces raisons, qui par ailleurs sont multiples, est le besoin d'attention. La personne pense attirer la compassion en étant très souvent malade, très souvent à l'hôpital. On les qualifie d'accros à l'hôpital. Certains médecins s'en rendent compte et leur disent « Vous n'avez absolument rien ». Et du coup, ils retournent en consulter un autre et encore un autre. Mais personne n'imagine encore à quelles extrémités ce comportement va la conduire. Et ces troubles ne l'empêchent pas de trouver un domaine d'études qui lui plaît. En septembre 1988, elle est acceptée au Grantham and Kesteven District Hospital pour suivre une formation d'infirmière auxiliaire. Ça n'a rien d'étonnant qu'elle ait choisi d'être infirmière. C'était le meilleur moyen de côtoyer le milieu médical au quotidien. Son choix n'a rien de surprenant. Étrangement, dès son arrivée dans le centre de formation, des phénomènes bizarres se produisent dans son dortoir. On retrouvait des excréments dans le frigo ou sous la cuisinière. Les rideaux ont été brûlés. Enfin, plusieurs incidents de cet ordre. Ces événements n'ont jamais été clairement attribués à Beverly Allitt. Si la coupable ne se dénonce pas, toutes les pensionnaires seront menacées d'expulsion, à moins que les incidents cessent.
Et même si elle était le dénominateur commun de tout ça, elle n'a jamais été accusée directement. Pendant ses études, les mensonges de Beverly quant à ses maladies ou ses blessures vont crescendo. Elle s'est injecté de l'eau dans la poitrine pour qu'un de ses seins ait l'air plus gros. Elle s'est mis de l'eau quasi bouillante dans sa bouche, juste avant qu'on lui prenne sa température. Elle était en arrêt pour des blessures relativement bénignes, ou encore des rhumes ou des grippes. Toutes les excuses étaient bonnes pour manquer les cours. Entre 1988 et 1990, à la fin de sa formation d'infirmière, elle a pris 160 jours d'arrêt maladie en tout. Du coup, elle a réussi son examen, mais vraiment de justesse. Malgré des résultats à peine passables, Beverly décide de se spécialiser en pédiatrie. Elle a été recalée à ce moment-là. Et la commission lui a expliqué qu'elle manquait d'expérience auprès des enfants malades. Pour Beverly, ce refus est un coup dur. Mais elle parvient à trouver une place au service pédiatrique de l'hôpital de Grantham où elle compte acquérir cette fameuse expérience. Voici donc l'hôpital de Grantham. Le bâtiment condamné à droite était l'entrée principale en 1991. Mais pour une raison X ou Y, cette partie est aujourd'hui fermée. Le service pédiatrique se trouve derrière cette façade. C'était un service classique, avec des chambres séparées pour les enfants. L'unité 4 est le service pédiatrique du petit hôpital de Grantham et Kesteven. C'est un établissement calme, avec son lot habituel d'enfants souffrant de fractures ou autres bobos sans trop de gravité. Malgré le manque de personnel, les infirmières aiment leur travail et de nombreux dessins ornent les murs du service. L'hôpital de Grantham était toujours en sous-effectif et il lui fallait des infirmières auxiliaires au service pédiatrique. Et même si Beverly Halit n'avait pas passé un bilan de santé complet et que son casier judiciaire n'avait pas été vérifié, il manquait des infirmières qualifiées et elle a donc obtenu un poste dans le service. Elle a été engagée parmi d'autres infirmières. Ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est que ce n'était pas une infirmière pédiatrique. Elle était infirmière auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle n'avait que 2 ans de formation au lieu des 3 ans requis pour une infirmière pédiatrique. Mais pour être honnête, sur le moment, on était content d'avoir des bras en plus. Le 18 février 1991, Beverly Halit entame donc son contrat de 6 mois comme infirmière à l'hôpital de Grantham. Elle avait l'air de vouloir apprendre. Elle était très désireuse de faire plaisir. Elle arrive apparemment à point nommé, au cœur d'une agitation inhabituelle dans le service. Les crises d'hypoglycémie s'enchaînent, ayant même entraîné la mort de 2 malheureux patients. Les infirmières plus expérimentées du service n'ont jamais vu ça. On pensait à toutes les explications possibles, notamment à un virus pas encore identifié. On se disait que c'était une très mauvaise passe. Ça arrive parfois. Les enfants tombent très malades et ils peuvent mourir. Mais personne n'envisage que le tueur soit parmi les soignants, eux qui sont censés protéger ses enfants. Notre métier repose sur la confiance. Si elle est perdue, tout le système risque de s'effondrer. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation s'aggrave dans le service. 5 autres enfants vont faire au total 7 collapsus, 2
dont un conduira au décès de la petite Becky Phillips, âgée de 9 semaines. Elle est arrivée à l'hôpital pour un problème digestif. C'était un bébé prématuré, c'est pour ça que ses parents l'ont amenée. Ils étaient inquiets. Elle a été examinée, elle était prête à rentrer chez elle, ses diarrhées et vomissements étaient passés. Et elle a été confiée aux soins de Beverly Halit. Une fois à la maison, elle est devenue pâle, agitée, moite. Elle a fait un arrêt. Elle a été ramenée à l'hôpital où elle est décédée. Mais Becky n'est pas le seul enfant des Phillips qui passera entre les mains de Beverly. De peur que sa sœur jumelle Katie souffre du même mal, ses parents la conduisent à l'hôpital par mesure de précaution. Elle fait 2 arrêts respiratoires inexpliqués avant d'être réanimée, mais gardera des séquelles au cerveau. Beverly était considérée comme un ange gardien. Elle avait trouvé le problème, alerté les médecins et permis à Katie d'être soignée. Beverly est à nouveau au centre de l'attention. Toujours la première à réagir, elle donne aux parents l'impression d'être dévouée corps et âme à son métier. Les parents de la petite éprouvaient tellement de gratitude envers Beverly qu'ils lui ont demandé d'être la marraine de Katie. La jeune infirmière est un ange. Très présente pour Becky et Katie, elle fait tout ce qu'elle peut pour aider le service à sortir de ce cycle infernal. Mais lorsque le mystère de ces décès étranges se lèvera enfin, le choc sera terrible. Le service pédiatrique de l'hôpital de Grantham vient d'accueillir une série de jeunes patients pris de crises inhabituelles. Parmi eux, le petit Paul Crampton, 5 mois. Le 12 avril, après 16 jours d'analyse en laboratoire, le résultat de son test sanguin tombe et il n'est pas bon. Le labo a relevé un taux d'insuline de 3470 picomoles par litre de sang, ce qui est énorme pour un enfant chez qui il se situe normalement entre 69 ou 104 picomoles par litre de sang. Mais comme le petit s'était rétabli spontanément, ils se sont dit soit que c'était un échantillon isolé, soit que l'enfant avait développé un insulinome, un problème au pancréas, qui s'était réglé tout seul. Donc aucune mesure spéciale n'a été prise. Quand un enfant est hospitalisé, c'est qu'il est malade. Et donc, il arrive malheureusement qu'il meure. Les gens meurent à l'hôpital. Je n'arrivais pas à me dire que tout ça était dû à un acte de malveillance. Il était impensable qu'une personne en charge d'enfants malades puisse leur faire du mal. C'était inimaginable à l'époque. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Au cours des 2 semaines suivantes, 10 nouveaux cas de collapsus se présentent. L'un d'eux sera fatal. Le 22 avril, Claire Peck, une petite asthmatique de 15 mois, est amenée au service pédiatrique lors d'une crise aiguë. Claire Peck était une magnifique petite fille qu'on connaissait bien dans le service. Elle était venue plusieurs fois pour des crises d'asthme. Nous l'avions traitée et elle était rentrée chez elle. Le médecin est sorti s'entretenir avec la famille pour la rassurer. Pendant son absence, la petite fille a été confiée à Beverly Halit en salle de traitement. Elle a quasiment tout de suite alerté les médecins, la petite avait arrêté de respirer. L'équipe de réanimation est arrivée, la respiration de l'enfant est repartie et elle semblait se remettre. Là encore, le médecin est sorti prévenir les parents et en l'espace d'1 minute et demie, Beverly Halit a appelé à nouveau. L'enfant avait cessé de respirer. Malgré les efforts de l'équipe médicale, sa respiration n'est jamais repartie et la petite est décédée. Quand Claire Peck est morte, ça a été terrible pour nous. On n'arrivait pas à croire qu'elle soit partie. On était perdus. On attendait désespérément une solution miracle. À court d'explications scientifiques, les médecins en arrivent à la conclusion que le coupable est peut-être parmi eux. Les responsables de l'hôpital contactent la police.
Le 30 avril 1991, j'étais chef de la police à l'époque, j'ai reçu un appel me disant qu'il se passait quelque chose de louche à l'hôpital de Grantham. Je me suis rendu sur place une première fois le 3 mai 1991 et j'ai rencontré pas mal de monde. Les 2 pédiatres résidents de Grantham, le docteur Nana Yakara et le docteur Porter, ainsi qu'un expert, le professeur David Hull. Le professeur Hull est chargé d'établir un rapport indépendant. Après lecture des 14 dossiers, il repère 3 cas préoccupants, dont un seulement, celui de Paul Crompton, lui semble très alarmant. Les notes indiquent en effet un très probable acte de malveillance. À l'époque, j'avais pas mal de collègues qui me disaient que je perdais mon temps et qu'on ferait mieux de refermer le dossier. Mais j'ai préféré resserrer l'enquête sur les circonstances des 3 attaques de Paul Crompton. N'écoutant que son instinct policier, Stuart Clifton sent que quelque chose ne va pas et approfondit l'enquête. Stuart Clifton, mon supérieur de l'époque, nous a réunis un jour de mai 1991 pour nous dire « Je vous ai choisi parce que c'est un dossier délicat. Je ne sais pas ce qu'on a là. Vous allez aller à l'hôpital en binôme pour parler aux parents de ces enfants, aux infirmières et partir à la pêche aux informations. Voir ce que vous trouverez. » La police commence alors par interroger le personnel. Mais les entretiens avec les parents et les employés ne permettent pas encore d'éclaircir le mystère. Quand on est arrivé dans le service pédiatrique pour interroger les infirmières, il était clair que non seulement elles ne savaient pas ce qui se passait, mais les parents non plus. Et tout le monde cherchait des réponses. Tout le monde espérait sincèrement que toutes ces crises étaient d'origine naturelle. Parmi les infirmières entendues, l'une d'elles semble avoir assisté à presque tous les incidents. Beverly Halit. La première fois que je l'ai vue, le 7 mai, elle est entrée dans la pièce. C'était une jeune femme assez massive, bien charpentée, calme, agréable. Elle s'est assise, on a parlé, elle a répondu à toutes mes questions. Non, rien ne la différenciait des autres infirmières que j'avais entendues. Beverly Halit ment depuis qu'elle est toute petite et elle continue lors de cet entretien. Pour l'instant, la vérité reste cachée. De son côté, Stuart continuait à mener l'enquête, mais sous un autre angle. Il a contacté différents professeurs en pédiatrie pour qu'ils jettent un œil sur les dossiers des enfants en question. Et évidemment, ça a changé la donne. En dehors de l'hôpital, l'inspecteur Neil Jones est chargé de rechercher le moindre indice concernant les 13 enfants. J'étais au Queen's Medical Center. On m'a envoyé à l'hôpital de la ville, à Nottingham. Et là, il y avait un gros congélateur qui renfermait des échantillons de sang. Ces prélèvements sont généralement effectués pour dépister d'éventuels problèmes génétiques ou de croissance chez les enfants. Normalement, ils devaient être détruits tous les 3 à 6 mois, mais là, ça n'avait pas été fait. J'y ai donc récupéré 9 échantillons de sang des 13 enfants victimes de crise. Les prélèvements sont envoyés au professeur Vincent Marks de l'Université du Surrey. On y retrouve celui de Paul Crompton qui sera testé une 2e fois. Il a découvert quelque chose d'ahurissant. Le taux d'insuline dans le sang n'était plus de 3470 picomoles par litre, mais de plus de 325 000 picomoles par litre. Le 2e taux le plus élevé jamais relevé au monde. On s'est donc demandé pourquoi il y avait un tel écart entre la mesure prise à Cardiff et celle de l'Université du Surrey. Et il s'est avéré que l'appareil de mesure de Cardiff était calibré pour 3470 maximum.
et que le taux dépassait ce plafond. Il était clair que le petit avait reçu une injection d'insuline. Pour la toute première fois, on a donc pu établir qu'il y avait bien un meurtrier dans le service pédiatrique de l'hôpital de Grantham. Dans des rapports médicaux d'avant 1991, on avait retrouvé les cas de 2 bébés qui avaient reçu de l'insuline et plusieurs autres médicaments. C'était en fait la mère qui les leur avait injectés. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce type de cas, la personne induit de faux symptômes chez une tierce personne dont elle a généralement la charge, comme son enfant par exemple. Une mère atteinte de ce syndrome peut donc placer des matières fécales dans le biberon de son enfant pour lui donner de la fièvre. Et dans des cas extrêmes, elle peut même le tuer. Fort de ce nouvel élément, les enquêteurs doivent maintenant établir le modus operandi. On a cherché à savoir d'où venait l'insuline. On s'est aperçu que le service était approvisionné à la demande par la pharmacie de l'hôpital. Elle était conservée dans des réfrigérateurs fermés à clé, la même clé ouvrant tous les réfrigérateurs de l'hôpital. Dans le service pédiatrique, cette fameuse clé avait disparu. La dernière infirmière censée avoir été en sa possession était Beverly Halit. Quand on lui en a parlé, elle a déclaré l'avoir confiée à une collègue. Le professeur Marks analyse les 13 échantillons et découvre que le sang de Paul n'est pas le seul à comporter des anomalies. Le sang de Becky Phillips contenait, je crois, 63 000 picomoles par litre. D'autres échantillons contenaient des taux très élevés de potassium, de lidocaïne et autres médicaments. Ça a évidemment relancé l'investigation et on a poussé l'enquête. Les indices s'accumulent clairement quant à la présence d'un criminel dans le service pédiatrique. Il faut agir vite. Avec son bon vieux flair, Stewart a décidé de mettre en place une sorte de cartographie du séjour de tous les enfants qui avaient fait une attaque à l'hôpital, de les décrire précisément et de voir s'il pouvait dégager un emploi du temps du personnel au moment de ces crises. Un fait est clairement ressorti. À chaque fois que Beverly Halit était restée seule avec un enfant, celui-ci avait fait une crise. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'une infirmière qui travaillait avec moi puisse avoir fait ça. L'idée qu'un professionnel de santé puisse être responsable du décès des patients dont il a la charge semblait inconcevable. Elle avait convaincu tout le monde qu'elle était pleine de bonnes intentions. Comment la suspecter? On pensait tous que c'était un coup monté, qu'aucune de nous ne pouvait faire une telle chose et que ça ne pouvait pas être elle. Désormais, Beverly Halit est la suspecte numéro 1. La police doit agir vite pour protéger les enfants du service pédiatrique de nouvelles crises. Le 21 mai 1991, à 7 h du matin, Beverly Halit est arrêtée à son domicile. Elle est soupçonnée d'avoir volé la clé de la réserve d'insuline et d'avoir attenté à la vie de Paul Crampton. À aucun moment, elle n'a perdu son calme. Jamais elle n'a montré le moindre signe d'angoisse à l'idée qu'on la soupçonnait de tous ces crimes. L'agent Billingsley et l'inspecteur Jones conduisent Beverly Halit au poste de police pour interrogatoire, tandis que les autres agents fouillent sa maison. Ils ont trouvé à son domicile une seringue et dans la penderie de sa chambre, le registre des gardes. Elle a été interrogée pendant des heures.
Et là encore, son comportement était étrange pour quelqu'un qui était soupçonné de meurtre. Elle n'a rien avoué, mais elle a essayé de se décharger des accusations en impliquant d'autres personnes pour chaque cas. Il était évident qu'on n'obtiendrait aucune information de sa part. Je pense qu'elle était convaincue qu'on ne trouverait jamais assez de preuves pour la faire condamner pour meurtre. En effet, le contexte inhabituel de ces exactions complique la tâche des policiers. Elle est donc relâchée en attendant des éléments plus tangibles. Mais malgré les soupçons qui pèsent sur elle, Beverly Allitt n'a pas fini de sévir. Le 21 mai 1991, la police arrête Beverly Allitt pour tentative de meurtre, mais doit la libérer par manque de preuves. Son métier d'infirmière, pourtant basé sur la confiance, complique la tâche de la police. Le problème des meurtres commis en milieu hospitalier, c'est que la scène de crime est immédiatement stérilisée. Quelqu'un meurt à l'hôpital, il est emmené à la morgue et l'équipe de nettoyage intervient immédiatement pour débarrasser la pièce de toute trace qui pourrait servir de preuve scientifique. C'était des faits très graves. Personne n'imagine qu'un membre du personnel hospitalier puisse tuer des enfants. Et pourtant, c'est bien ce qui s'était passé. En plus, ça a éveillé la curiosité des médias et ça a évidemment fait la une des infos un peu partout. Les enquêteurs ont été alertés après 2 mois d'incidents et de morts inexpliquées au service pédiatrique. Une infirmière a été appréhendée et interrogée au commissariat selon la procédure. Il est possible que nous la réinterrogions, mais je ne m'étendrai pas en conjectures et spéculations. L'enquête se poursuit sous l'œil des médias, mais la police n'est pas forcément bien reçue par tous les parents. Leur animosité était plutôt dirigée contre la police que contre l'éventuel coupable des crimes. Une des familles a engagé des détectives privés pour enquêter sur la police, parce qu'elle avait le sentiment qu'on essayait de piéger Beverly Allitt. Beverly Allitt étant la principale suspecte, elle est expressément invitée à prendre un congé. Alors que l'enquête continue, elle s'installe chez son amie Tracy Jobson et sa famille. Dès qu'elle a quitté l'hôpital, les cris ont cessé. En revanche, des incidents ont commencé à se produire là où elle venait de s'installer. On a retrouvé de l'eau de javel dans le lit de Jonathan Jobson, le frère de Tracy. Elle a donné des cachets au chien qui s'est tordu de douleur en roulant par terre la bave aux lèvres. Ces événements interpellent de plus en plus Eileen Jobson, la mère de Tracy. Elle a demandé qui a fait ça. Tracy lui a répondu qu'elle n'en savait rien. Jonathan également et Beverly idem. Mais elle lui a sorti une histoire de fantôme qu'elle aurait vu commettre toutes ces choses. Un peu plus tard, alors qu'ils étaient au marché de Whittlesea, Jonathan a dit qu'il ne se sentait pas bien. Jonathan a fait un collapsus. Il a été conduit à l'hôpital de Peterborough et on s'est rendu compte qu'il avait fait une crise d'hypoglycémie. Et là, surprise, avant d'aller au marché, Beverly avait donné à boire à Jonathan du jus de cassis, qui, de l'aveu du jeune garçon, avait un drôle de goût. Cette fois, c'en est trop pour Eileen Jobson. La présence de Beverly a clairement perturbé son foyer. Elle appelle la police et Allitt est une nouvelle fois placée en garde à vue. En novembre 91, nous avions de quoi l'inculper pour 13 chefs d'accusation, 4 de meurtre, 8 de tentatives de meurtre, plus atteinte à la personne. Là encore, la réaction de la jeune femme choque les policiers. Elle est restée là sans rien dire, sans réaction. C'était inimaginable. Ce n'est pas la preuve d'un caractère calme et posé, mais plutôt l'illustration de ces graves troubles mentaux sous-jacents.
Elle ne se place pas sur le même niveau moral ou rationnel que vous et moi. Et de ce fait, elle n'a pas saisi la gravité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle est entrée dans sa cellule, elle a dîné et elle a dormi toute la nuit. Comment peut-on dormir tranquillement quand autant de charges terribles pèsent sur vous? Mais ça n'a pas troublé son sommeil. Il a fallu la réveiller le lendemain matin pour son transfert au tribunal. J'ai trouvé ça hallucinant. Au cours des 15 mois suivants, Beverly Halit est détenue à la prison de Whitefield dans l'attente du jugement. Le 15 février 1993, le procès de Beverly Gail Halit s'ouvre aux assises. Une ancienne infirmière comparaît aujourd'hui à la cour d'assises de Nottingham pour le meurtre de 4 enfants. Beverly Halit est transférée de l'hôpital de Rampton à la cour d'assises de Nottingham pour répondre de 26 chefs d'accusation. Elle a été arrêtée en mai dernier après une suite de terribles incidents. 13 cas de collapsus chez des enfants, dont 4 ont trouvé la mort. Au moment de son procès, elle est arrivée très amaigrie. Et elle a prétexté la maladie pour éviter d'avoir à y assister pendant de longues périodes. Beverly Halit a plaidé non coupable. Elle n'a pas témoigné à la barre, reprenant ainsi un schéma fréquent chez les tueurs en série qui refusent de répondre des charges qui pèsent sur eux. Mais le juré ne la croit pas. Le dossier de l'accusation est trop solide et elle est reconnue coupable de toutes les charges. Elle était la seule présente au moment de toutes les crises dans le service. Et elle était là quand Jonathan Jobson est tombé malade. Le jury l'a jugée coupable de 13 chefs d'accusation, 4 de meurtre et 9 de tentatives de meurtre. Et le juge lui a donné 13 peines de prison à vie. Là, l'émotion a gagné tout le monde, surtout les parents qui avaient perdu un enfant. Les officiers de police, Stewart et même l'avocat général étaient plus que satisfaits de la sentence. En conclusion, le juge l'a qualifiée de femme guidée par le mal. Ses délires hypocondriaques et ses blessures auto-infligées ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs qui ont vu le mobile de ces terribles actes de violence. Ces crimes ont choqué le pays. Celle qui semblait pourtant être un ange gardien était en fait l'ange de la mort. Mais comment cette personne apparemment aimable et soucieuse de son prochain a-t-elle pu assassiner des enfants? À la fin de son procès, quand elle a été condamnée et que sa culpabilité ne faisait aucun doute, je ne voulais qu'une chose, qu'elle aille en prison et qu'elle y reste. Je pense que c'était une tueuse de sang-froid et calculatrice. À aucun moment elle n'a exprimé de remords, même après le verdict, quand elle était à l'hôpital de Rampton. Pas une seule fois elle ne s'est excusée pour le mal qu'elle avait fait. Il ne fait aucun doute pour moi qu'elle cherchait par tous les moyens à être au cœur de l'attention. Et la mort de 4 malheureux enfants n'était pour elle qu'un dommage collatéral de cette quête d'attention. Beverly Halit souffrait effectivement de troubles mentaux fondamentaux. Mais ça ne veut pas dire que c'était une tueuse née. Elle faisait du mal à des enfants et arrivait au dernier moment comme la figure du sauveur pour susciter de l'intérêt. Et c'est pour ça qu'elle a fini par tuer. Elle voulait être au centre de l'attention. Je pense que Beverly Halit est née avec une prédisposition qui, dans un certain contexte, conduit à la violence, à l'agression. Et ce contexte est apparu dans sa vie. Je pense que c'est un tout, comme un puzzle, un ensemble de petites pièces qui, mises bout à bout, donnent une personnalité qui va faire du mal aux autres et les tuer, comme dans le cas présent. Son environnement, plus ses prédispositions, en ont fait une tueuse née.
Quelle qu'en soit l'origine, elle avait un problème, et ça l'a amenée à commettre des crimes atroces contre l'innocence incarnée, nos enfants.